Bonjour et bienvenue à la conférence sur les normes impératives en droit international privé. L'arbitre international face à l'Office du juge étatique qui s'inscrit dans le cadre des midi-conférences des jeunes chercheurs du Centre de recherche en droit public et sera animé par Malam Chaibou Garba Aboubakar. Malam Aboubakar est doctorant en droit et chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal où il enseigne l'introduction au droit des relations internationales. Je suis Olufemi Rodrigo Loulé, coordonnateur des midi-conférences des jeunes chercheurs du Centre de recherche en droit public. Malam Aboubakar, la parole est à vous. Merci et Vous pouvez le mettre en mode, peut-être en mode présentation. je suis très nul. Comment comment on le met en mode présentation? Vous Désolé. voyez, en bas, là, complètement en bas, vous voyez, il y a des figures représentées en bas, là. Ah oui, allez, voilà, allez vers soit le dernier ou l'avant-dernier. Oui, là. Non, Là, l'avant-dernier, oui. ici, Non, là, ce qui vient après. ici, Oui, c'est ça? merci, vous pouvez commencer. Parfait. Là, je peux défiler, ouais, effectivement. Alors, permettez-moi de commencer par les salutations d'usage. Je tiens à remercier chaleureusement le Centre de recherche des droits publics pour l'organisation de cette activité intellectuelle enrichissante, à mon avis. Et j'adresse une mention particulière à M. Ledi Rivas Zanou, avec qui j'ai eu le privilège d'échanger dans le cadre de réflexion que je mène actuellement et qui s'inscrit avec le thème de ma communication, effectivement, séance tenante. Et avec M. Ledi Rivas, vraiment, j'ai eu des échanges fructueux et qui m'a proposé de participer à cette activité de midi-conférence. Je le remercie sincèrement. Mes remerciements vont également à M. Rodrigue Oloudé, l'organisateur de cette conférence, avec qui aussi j'ai été en contact régulier ces derniers mois dans le cadre de la soumission de cette présentation. Je le remercie chaleureusement. Je tiens aussi à remercier ma direction de recherche parce que je les dérange presque chaque fois avec cette notion de règle impérative en droit international privé et je remercie en la personne particulièrement de la professeure Lamarche Lucie, une professeure à l'UQAM et professeur Roch également, et qui dirige ma thèse, qui m'accompagne avec vraiment une rigueur scientifique et bienveillance dans le cadre de mon projet. Mes remerciements vont également à l'endroit de mes collègues, mes amis, et qui, malgré leurs multiples occupations, ont pris le temps de se connecter pour assister à cette rencontre académique. Alors, je suis très heureux et honoré de présenter aujourd'hui cette communication intitulée Les règles impératives en droit international privé, l'arbitre international face à l'office du juge étatique. Il s'agit d'un thème central, je le précise, dans le cadre théorique de ma recherche doctorale, bien que ma thèse porte plus précisément sur les enjeux des droits internationaux privés dans le contexte du droit transnational africain. La problématique choisie ou que je propose aujourd'hui dépasse ce cadre géographique, c'est-à-dire africain. Elle sera donc abordée dans une perspective comparée, ouverte à des contextes juridiques plus larges, afin de faire émerger les tensions de convergence, mais aussi des perspectives critiques. Vous vous demandez peut-être vous vous demandez peut-être pourquoi avoir choisi d'abord un tel sujet et en quoi cela est pertinent. Je vous répondrai que cette question s'inscrit dans une étape clé du processus doctoral parce qu'il s'agit de la construction de mon cadre théorique. Celles et ceux qui traversent cette étape savent à quel point peut être exigeante, surtout lorsqu'on arrive dans un contexte académique comme ici au Québec. On se retrouve souvent confronté à des concepts, des méthodologies et des exigences épistémologiques auxquelles on n'est pas
initialement familier. Or, dans les universités québécoises, la construction d'un cadre théorique est une étape fondatrice. Donc, c'est dans ce sens que nous avons vraiment choisi de vous proposer ce thème. Donc, après cette étape, je dirais, du préambule, le plan de notre présentation est d'abord des propos introductifs. Par la suite, la première partie qui porte sur tension croissante entre justice privée et justice étatique. Et en deuxième partie, vers une réaffirmation du rôle du juge étatique et une régulation de la justice privée, une question que nous posons. Et à la fin, je vais essayer de faire le lien avec l'actualité internationale, notamment les guerres commerciales. Alors, dans mes propos introductifs, je vais essayer de délimiter cette thématique en donnant quelques définitions de concepts. Par exemple, il y a des mots qui chevauchent entre l'ordre public international, l'ordre public économique ou les normes impératives. Alors, l'ordre public international, c'est un mécanisme qui vise à protéger les valeurs fondamentales consacrées dans un ordre juridique de l'État. Il est mobilisé dans la méthode de reconnaissance et exécution de jugements étrangers, appelée aussi exéquatur, d'une sentence arbitrale ou la reconnaissance d'un acte administratif d'un autre État étranger lorsque le jugement, la sentence ou l'acte sont incompatibles avec les valeurs fondamentales qui protègent l'ordre public international. Donc, c'est un concept, l'ordre public international est un concept qui est mobilisé aussi dans le cadre du droit international privé, mais différent de la notion de norme impérative en droit international privé. Une notion voisine aussi à l'ordre public international, il s'agit de l'ordre public économique. C'est un prolongement de l'ordre public international, puisqu'on le mobilise lorsqu'un État désire de protéger ses intérêts économiques. Donc, l'ordre public économique se manifeste aussi dans le cadre des contrats internationaux relatifs au commerce et aux investissements. Il contient des règles ou des normes particulières qui s'appliquent dans la dynamique économique interne, mais qui présentent souvent des effets extraterritoriaux. On prend l'exemple des États-Unis qui sont experts là-dedans et qui peuvent mobiliser effectivement l'ordre public économique dans leur fameuse géostratégie ou géoéconomique à travers le monde. Ceci dit en passant, alors les normes impératives, appelées aussi lois de police ou règles d'application immédiate, ce sont des normes qui se manifestent dans les domaines des contrats de commerce international ou des investissements, c'est-à-dire des accords, des investissements bilatéraux. Ces normes s'imposent quelle que soit la loi applicable au contrat et au litige, parce qu'elles visent à protéger les intérêts fondamentaux ou des personnes vulnérables comme des consommateurs. Donc, les normes impératives sont aussi consacrées dans l'ordre juridique étatique ou régional et leur reconnaissance et application sont nécessaires parce que ce sont des normes intégrantes qui font partie vraiment de l'ordre public économique. Donc, on fait les liens le plus souvent avec l'ordre public économique et les normes impératives. C'est pourquoi nous souscrivons notre thématique spécifiquement dans le champ du droit international privé. Avant de commencer dans la première partie, effectivement, il faut présenter quelques nuances, parce que le plus souvent, quand on parle du droit international privé, on fait allusion à la méthode de conflit des lois, également appelée méthode savguinienne. Alors, en quoi consiste cette méthode? Elle permet au juge saisi d'un litige présentant un élément d'extranéité de déterminer, par le biais d'une règle de conflit, la loi nationale applicable au fond du litige. Prenons un exemple simple. Un vendeur québécois
ayant conclu un contrat de vente avec un acheteur belge. Et l'acheteur belge a une filiale de son entreprise qui est basée en France. Après la livraison de la marchandise sur le sol français, l'acheteur belge constate une non-conformité des produits livrés par rapport aux spécifications contractuelles et décide d'intenter une action en justice devant les tribunaux français, là où il réside, où se trouve sa filiale. Donc, les lieux aussi de la livraison. À ce moment, le juge français qui est saisi comme juge de fort peut appliquer sa propre règle de conflit de loi. Il peut considérer que le contrat présente des liens plus étroits avec le Québec et en conséquence désigner la loi québécoise comme étant applicable. Et étant donné que le Canada et la France, toujours dans le même exemple, sont partis à la Convention des Nations Unies sur le contrat de vente internationale des marchandises de 1980, celle-ci peut être applicable donc comme un droit matériel uniforme dans l'exemple que nous venons de donner. Donc le juge français peut évidemment, donc, en tant que juge de fort, appliquer cette convention, ou bien les parties peuvent revenir au Québec pour saisir les juges et qui va appliquer la loi québécoise. Là, je donne cet exemple pour expliquer la notion, la conception qu'on a du droit international privé comme méthode qualifiée de méthode savguinienne ou les méthodes de conflit de loi. Mais en droit international privé, lorsqu'on parle effectivement des règles impératives, c'est différent de la méthode des règles de conflit de loi. C'est différent dans le sens où la méthode fondée sur les normes impératives conduit à écarter les règles de conflit de loi pour imposer directement l'application donc de normes impératives. C'est pourquoi, en première partie, les tensions croissantes entre justice privée et justice étatique, il s'agit tout simplement d'expliquer le recours à l'arbitrage international. Nous qualifions ces recours comme une dépossession de l'office du juge étatique. Pourquoi? Parce que il y a des affaires dans la matière commerciale, du commerce international ou des investissements où effectivement, les juges étatiques peuvent être écartés ou bien même le droit national peut être écarté. Et dans cette partie, pour expliquer ces enjeux, nous avons recensé quelques affaires pour illustrer ce cas de figure. Prenons l'exemple d'une affaire Pakistan, l'État pakistanais contre une entreprise Titian Copper Company, une affaire de 2019 dont l'entreprise Titian Company a saisi donc les centres internationaux de règlement des litiges en matière d'investissement. Il s'agit de quoi dans le fond? En fait, c'était un refus de l'État pakistanais d'accorder une licence d'exploitation minière dans la région de Baloutchistan, une région donc au Pakistan. Cela a conduit à un litige devant le SIRDI et l'entreprise a réclamé jusqu'à 8 500 millions de dollars comme indemnisation. Et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements SIRDI a condamné le Pakistan à verser jusqu'à un montant de 5,84 milliards de dollars américains à cette société pour l'indemniser. Une deuxième affaire, c'est le Maroc contre Coral Petroleum Holding, une affaire de 2024, une affaire dite aussi affaire Samir. Le Maroc a été condamné par le SIRDI également à verser 150 millions de dollars américains à cette entreprise Coral. Ces différends concernaient la liquidation de la raffinerie marocaine Samir, dont Coral était l'actionnaire principal.
Et le tribunal arbitral du CERDI a estimé que oui, le Maroc avait violé ses obligations envers l'investisseur. Une troisième affaire, toujours dans le cadre des investissements, pour voir comment ce recours à l'arbitrage international est présent et il domine les affaires internationales en matière du commerce ou des investissements. C'est l'affaire Roumanie contre Gabriel Ressources, une affaire de 2022. Donc, la Roumanie ou l'État roumain donc, détenait 20% d'actions et le reste d'actions qui est détenu par cette entreprise Gabriel Ressources, une entreprise d'ailleurs du droit canadien. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2013, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Roumanie pour manifester pendant 3 semaines contre un projet qui est controversé donc, dans le cadre de l'exploitation aurifère. Et selon les témoignages des populations locales, ce projet menaçait non seulement de détruire la région, leur cadre environnemental, mais aussi de détruire leur patrimoine historique et naturel. Donc, cela pourrait provoquer, selon ces populations ou leurs témoignages, des dommages environnementaux irréversibles. Donc, l'entreprise également s'est vue vraiment heurtée et face à cette situation. Donc, cette entreprise a saisi également donc, le tribunal arbitral. Et dans cette affaire, l'entreprise n'a pas gagné parce que l'année passée, en 2024, effectivement, le gouvernement roumain a annoncé avoir remporté l'arbitrage international engagé par Gabriel Ressources devant le CERDI, ce qui met fin donc à cette longue dispute juridique. Cette affaire emblématique illustre de manière saisissante effectivement les tensions croissantes entre les impératifs de protection de l'environnement, les droits souverains des États et les attentes des investisseurs étrangers dans le contexte de la gouvernance mondiale des ressources naturelles. On peut aussi donner donc une autre affaire, toujours dans le cadre des investissements, affaire Colombie contre Glencore International et autres. Une affaire de 2022 où, effectivement, Colombie n'a pas respecté la norme des TJE, effectivement, traitement juste et équitable de leurs investisseurs. Et l'affaire a été portée aussi devant l'arbitre et le tribunal a accordé donc à cette entreprise jusqu'à 9,4 millions de dollars plus les intérêts contre donc les non-respects de ce traitement juste et équitable que l'arbitre international a considéré. Il y en a d'autres affaires entre Inde aussi, mais nous allons essayer de donner aussi au moins 2 exemples en matière du commerce international cette fois-ci pour comprendre cette architecture contractuelle qui est détachée de l'ordre public économique et qui démontre vraiment un effet dissuasif, si vous voulez, de sentences arbitrales sur l'adoption des politiques publiques des États. En matière du commerce international, on peut tout simplement prendre l'exemple du port autonome de Douala contre Douala International Terminal. Donc, une entreprise, Douala International Terminal, c'était une filiale de Bolloré. Donc, certains parmi vous peut-être savent qui est Bolloré en Afrique dans le cadre de la gestion portière. Donc, c'était une sentence arbitrale aussi rendue par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. Donc, les sentences concernaient effectivement les différends qui opposaient donc, le port autonome et cette entreprise filiale de Bolloré. La Cour de cassation de Paris, donc cette fois-ci, annule la sentence, estimant que effectivement il y a eu vraiment une connivence entre l'entreprise en tant que entre l'avocat de l'entreprise, mais aussi le juge de la Cour d'appel qui a confirmé la sentence arbitrale qui est rendue par le centre, la Chambre de commerce internationale de Paris, le centre d'arbitrage du moins à Paris.
Une autre affaire, toujours dans le cadre du commerce, pour illustrer l'exemple en matière du commerce international, cette fois-ci, c'est l'affaire de gaz naturel. Et l'affaire de gaz naturel pour l'État marocain. Donc, cette affaire qui implique une entreprise algérienne, du moins, qui implique une entreprise publique algérienne, productrice du pétrole et des gaz, et une société américaine d'exploitation des gaz naturels. Cette affaire aussi a été portée devant donc, la Commission des Nations Unies sur le droit du commerce international, effectivement. Voilà donc des exemples qui illustrent les défis auxquels sont confrontés les États lorsqu'ils prennent des mesures politiques ou réglementaires susceptibles d'affecter les investissements étrangers. Donc, le mécanisme d'arbitrage, dans ce sens, on peut comprendre que ça offre une protection aux investisseurs. Et ça peut parfois aussi entrer en conflit avec les politiques publiques nationales, notamment en matière des ressources humaines, ressources stratégiques, l'environnement, santé publique ou développement économique même. Alors, on comprend ici que le commerce international versus investissement, c'est dominé par ce qu'on appelle la lex mercantoria. Et la lex mercantoria, qui est une loi de marchand, on peut tout simplement penser à Gérard Malins, qui a vécu donc de 1586 à 1641, un économiste juriste, donc d'origine effectivement flamande, qui était installé donc en Angleterre. Pour lui, la lex mercatoria n'a pas d'autonomie propre. Elle ne vaut que dans la mesure où l'État l'incorpore ou la valide. Il ajoute que la lex mercatoria conduit à une justice adaptée au commerce, effectivement en son temps. Mais quand on essaye de dialoguer avec d'autres auteurs, peut-être qui ont vécu en son temps ou plus tard même, des auteurs contemporains, on prend l'exemple de Charles Vinet, qui estime que la lex mercatoria n'est pas une source indépendante, mais une simple sous-ensemble des règles reconnues par les droits étatiques. Quant à Karl Polanyi, il estime que la lex mercatoria, ou dans la lex mercatoria, il n'y a pas de commerce sans encadrement politique. Il faut que ça soit encadré politiquement. Donc, le droit du commerce ne peut pas être réellement autonome, selon la position de Karl Polanyi. Un autre auteur aussi, Gunther Tobner, pour sa part, la lex mercatoria moderne fonctionne comme un droit privé global, mais elle doit être encadrée par des principes de justice et de légitimité démocratique. On peut aussi citer un autre auteur comme Marty Kostenimi, qui critique l'idée même du droit international économique, qui pense que donc le droit international économique ne peut pas être présenté comme neutre ou universel. Et cet auteur pense que la lex mercatoria n'est pas un droit apolitique de marchand, mais un instrument de pouvoir à l'image de l'histoire coloniale du commerce. Ce qui nous amène donc à aborder la deuxième partie de notre présentation vers une réaffirmation du rôle du juge étatique et une régulation de la justice privée. Nous allons essayer d'expliquer une possibilité et de l'inarbitrabilité partielle des litiges impliquant des intérêts fondamentaux comme une perspective, la transparence aussi et de l'accès à l'information comme condition de légitimité de l'arbitrage international. Donc, ce qui est sur une politique qui est beaucoup développée au niveau de l'UDCI, au niveau de l'ONU, cette transparence, ce qui a fait que maintenant, on arrive même à avoir accès à certaines sentences arbitrales, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, mais aussi, une autre perspective qui vise à un modèle hybride pour renforcer la justice publique,
sans renoncer effectivement le mécanisme alternatif ou bien sans écarter la question de l'arbitrage international. Alors, on se demande s'il ne serait pas mieux de redéfinir l'arbitrabilité des contrats d'État pour intégrer cette inarbitrabilité. La perspective de transparence aussi, comme je viens de le dire tout à l'heure, et rappelons le règlement donc des CNUDCI sur la transparence investisseurs-État de 2014 qui impose la publicité des audiences et des documents en lien avec l'arbitrage, surtout des investissements ou des commerces, ainsi que la possibilité d'intervention. Donc, des institutions comme les SURDI ou la Chambre de commerce internationale ont également emprunté cette politique euh, qui prévoit à intégrer davantage de garanties procédurales. Donc, au-delà de ces perspectives, effectivement, qui sont déjà en cours, nous estimons aussi la nécessité de poursuivre ces genres de dynamiques ou de possibilités. Par exemple, la conférence de la haie du droit international privé, elle peut jouer un rôle très important à notre avis, un rôle remarquable qui vise à harmoniser ou qui vise à créer une coordination des instruments internationaux sous son égide. Et comment cette coordination serait-elle possible? Elle serait possible à travers une coopération transnationale pour une reconnaissance mutuelle et harmonisée des normes impératives dans les instruments de la conférence de la haie. Une autre possibilité aussi de la coordination entre les organisations, mais aussi une harmonisation de la reconnaissance des normes impératives visant à protéger les intérêts vitaux que nous avons énumérés. Et là-dessus, on peut penser tout simplement à une communication institutionnelle ou une coordination des organisations comme la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, l'OMC, l'OCDE, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et une telle politique d'harmonisation, à notre avis, pourrait attirer plus le Sud global, les pays du Sud global à participer activement à des travaux des textes juridiques plus inclusifs. Parce que même si on dit le droit international privé régit les relations entre les personnes privées, physiques ou morales, mais il faut préciser que le droit international privé ne contient pas des règles qui sont énumérées par des personnes privées, physiques ou morales. Le droit international privé fait une partie intégrante de l'ordre juridique étatique. Donc, les États déterminent les contenus des règles du droit international privé, même si effectivement c'est un droit des méthodes. Donc, la communication ou la coordination de ces différentes organisations, à notre avis, serait une idée plausible ou une hypothèse qui pourrait effectivement équilibrer les rapports entre l'arbitre international et les juges étatiques pour redonner ou revaloriser effectivement cette justice publique, justice étatique. Alors, et nous avons jeté un regard sur l'actualité pour voir est-ce que c'est possible de faire le lien entre cette thématique que nous avons abordée, que nous abordons, et ce qui se passe à travers le monde. Je dirais que le monde est aujourd'hui en tension entre la globalisation économique, le repli mercantiliste, nationaliste ou protectionniste, on peut choisir le terme qu'on veut, pour démontrer qu'effectivement, nous sommes dans une guerre commerciale inédite. Et les mesures sont souvent contestées par d'autres États ou entreprises. Effectivement, c'est un début. Pour le moment, ça reste juste des tarifs douaniers. Mais nous essayons de faire les liens avec une autre thématique parce que
le risque est énorme pour que, à un moment donné, les normes impératives soient mobilisées ou l'ordre public économique que nous avons effectivement donné la notion plus haut. Et qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, il y a des institutions qui seront saisies ou des centres arbitraux, comme le règlement des différends dans le cadre de l'OMC, ou bien des tribunaux arbitraux d'investissement, par exemple les tribunaux des CIRDI ou des tribunaux étatiques même. Alors, qu'est-ce qui va se passer à notre avis? C'est qu'il y a des États qui vont essayer de justifier les mesures des tarifs douanières ou de cette crise ou guerre commerciale en invoquant effectivement l'ordre public économique, qui est effectivement une partie intégrante ou bien qui constitue, si vous voulez, la source même des normes impératives. Mais lorsque les États vont invoquer l'ordre public économique, ce serait un argument politique qui n'est pas totalement codifié. Prenons l'exemple des restrictions d'exportation des appareils électroniques qui se justifient, par exemple, comme un argument politique dans le sens que leur usage alimente le développement militaire d'un adversaire. On prend le cas de TikTok, Huawei, tout ça, donc tension entre Chine et États-Unis. Un autre exemple, augmentation des taxes douanières sur les produits agricoles étrangers, que l'administration de Donald Trump, effectivement, essaye de justifier pour préserver la stabilité sociale dans les zones rurales ou encourager les agriculteurs américains. C'est ça, ces justifications. Mais lorsque ces justifications vont vouer à l'échec, c'est-à-dire en mobilisant l'ordre public économique qui est un argument politique, les affaires pourraient être portées devant les arbitres internationaux. Et en ce moment, ce n'est pas l'ordre public économique qui sera l'arme redoutable des États, mais plutôt les normes impératives, qualifiées aussi de lois de police, rappelez-vous. Qu'est-ce qui va se passer? Normes impératives, si vous constatez, selon l'explication que nous avons donnée, a un fondement juridique plus solide. Les Russes peuvent dire, par exemple, bon, ils mobilisent leurs normes impératives pour protéger la sécurité nationale ou empêcher les sanctions économiques internationales, ce qui n'est pas faux parce que la Russie est en conflit avec l'Ukraine. Les Américains diront que c'est pour protéger l'ordre public interne, protéger l'emploi, les consommateurs locaux ou donc la consommation locale de leurs produits. Tous sont des exemples qui seront effectivement, qui donneront une vue synoptique de l'avenir de cette guerre commerciale. Et nous avons pris l'exemple, par exemple, des cadres juridiques des normes impératives des différents États que nous avons cités, pour donner juste une approche comparée des normes impératives. Le cas des États-Unis, du Canada, de la Chine, de la Russie, de l'Union européenne et l'Afrique, à titre illustratif. Le cas des États-Unis, quand on parle de normes impératives, effectivement, c'est une primauté de contrat, mais une reconnaissance croissante des public policy exceptions, comme on le dit. C'est une approche vraiment pragmatique, libérale, mais géopolitiquement marquée. On sait que les lois américaines sont des lois qui ont un effet extraterritorial. Et c'est très fort instrumentalisé, les normes impératives américaines, dans ce sens. Parce que dès lors que l'intérêt économique américain est menacé, on peut faire appel à cet effet extraterritorial des lois pour appliquer effectivement des normes impératives. Un exemple aussi, dans le cas du Canada, qui a une approche équilibrée et internationaliste. Parce que la reconnaissance des normes impératives à travers l'ordre public international, notamment en arbitrage, l'approche canadienne des normes impératives ouvre la voie à l'application des normes impératives même de jus cogens. Prenons l'exemple de l'affaire Nevsun de 2022. Dans cette affaire, c'était des travailleurs érythréens qui ont saisi les juridictions canadiennes, notamment les tribunaux de la Colombie-Britannique, en alléguant qu'ils ont été victimes du travail forcé.
de la torture, de traitement inhumain, ce qui est assimilé donc à l'esclavage. Et la Cour suprême du Canada a reconnu une telle violation en condamnant l'entreprise Nevsun, une entreprise du droit canadien. Cela démontre que vraiment le Canada a une volonté de cohérence entre le droit interne, le droit international privé, mais aussi le droit international public en reconnaissant les normes impératives de Jus Cogens, notamment l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui effectivement peuvent rendre nul même un traité entre les États lorsque ces traités violent les normes impératives. Donc, on constate que l'approche canadienne tend à intégrer les valeurs universelles dans les raisonnements en droit international privé. Et moi, je dirais que, bon, et cette position est libérale ou bien le libéralisme d'une courtoisie internationale assez poussée dans le contexte canadien en matière du commerce ou en matière d'investissement, ça peut jouer ou c'est en train de jouer contre le Canada vis-à-vis de ce que les États-Unis utilisent comme approche du libéralisme. Effectivement, c'est une opinion que je donne, mais je pense que oui, l'approche canadienne, elle est beaucoup plus libérale, qui s'inscrit dans une logique de courtoisie internationale comme on le souhaite. Et sans vraiment faire l'éloge ou flatter, effectivement, cette approche canadienne, je dirais que le Canada, c'est un bon élève de cette courtoisie internationale lorsque on est dans un contexte de commerce international ou des investissements qui est dominé par la Lex Mercatoria ou la soft law. Ça, c'est l'approche vraiment plus large au Canada, mais au Québec, c'est l'article 3079 qui prévoit le règle norme impérative ou 3111 ou 3117 du Code civil qui protège effectivement souvent les consommateurs. Donc, lorsque on mobilise les droits internationaux privés québécois. Alors, dans le cas de la Chine, par exemple, la Chine a une approche, excuse-moi, la Chine a une approche étatique et centralisée qui est recentrée sur la souveraineté. Donc, on prend l'exemple du Code civil, l'article 10. Lorsque les litiges civils sont réglés conformément à la loi, donc, à défaut, on applique la coutume ou on applique même l'ordre public chinois ou les bonnes mœurs. Tout ça pour protéger effectivement l'ordre public économique ou les normes impératives. Il y a aussi l'article 52 de la loi sur le contrat chinois. Un contrat est nul lorsque le contrat viole une disposition impérative. On peut aussi prendre le cas de la Russie qui a une stratégie de l'ordre public et qui s'assimile donc à l'ordre public économique qui est associé effectivement aux normes impératives. Et la pro-russe, c'est vraiment une approche souverainiste, donc une vision défensive et nationaliste des normes impératives. Tout ça explique que les exemples que nous avons donnés, ça peut donner vraiment un risque dans le cadre de guerre commerciale ou des investissements à faire recours à des normes impératives. Je n'ai pas oublié l'Union européenne, effectivement. L'Union européenne aussi prévoit effectivement les normes impératives à travers l'article 9 du règlement de Rome 1, qui vise effectivement donc à protéger ou à sauvegarder l'organisation politique, sociale et économique du pays. Pour le cas de l'Afrique, parce que c'est, comme j'ai dit dans l'entame de mes propos ou dans le préambule, c'est que pour le cas de l'Afrique, c'est vraiment un enjeu principal. On ne peut pas dire qu'il y a une conceptualisation des normes impératives et dans le cadre de notre thèse, c'est ce que nous essayons vraiment de démontrer qu'il est possible effectivement qu'on prend en compte une conceptualisation de normes impératives.
Et notre hypothèse, effectivement, allant dans le sens, peut créer une dynamique pour la réaffirmation de la justice étatique et une régulation de la justice privée qui pourrait inspirer, par exemple, le droit au WADA, pourquoi pas. Puisque dans le travaux, effectivement, de, de conventions internationales ou des accords en matière donc, qui portent sur le droit international privé, les États africains ne sont pas présents. Donc, c'est vraiment une ouverture, une alternative. Alors, je conclus mon propos en invoquant les réflexions de Manuel Guémard, un juriste français qui qualifiait l'arbitrage international de psychologie judiciaire comparée. Il estime que donc l'arbitrage international n'est pas du droit comparé parce que ça influence des sensibilités culturelles juridiques des arbitres. Donc, dans leur manière d'interpréter et d'appliquer les normes, ça diffère selon les contextes, selon leur culture juridique. Et cette perspective est notamment développée dans son ouvrage Aspect philosophique du droit de l'arbitrage. Alors, dans le contexte actuel de guerre commerciale que nous avons essayé de faire les liens avec notre thématique, une question s'impose. En cas de recours à l'arbitrage international pour trancher les différends commerciaux ou d'investissement, les arbitres tiendront-ils compte des normes impératives émanant des différentes puissances étatiques que nous avons donné exemple leur encadrement juridique des normes impératives? Et si tel serait le cas, quelles seront les implications pour l'exécution des sentences rendues contre ces États souverains, ces États puissants? Est-ce qu'un arbitre peut rendre une décision parce que Trump a changé des dispositions qui vont à l'encontre des investisseurs internationaux et que cette décision ou cette sentence arbitrale serait exécutée sur le territoire américain? Je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années. Ce questionnement invite à une réflexion plus large. Le droit peut-il encore prétendre à une autonomie face au rapport de force géopolitique ou continuera-t-il d'être instrumentalisé au service des intérêts stratégiques des grandes puissances? Sur ce, je vous remercie de votre attention.